peu sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce qu'il faut dire d'entrée de jeu, c'est qu'il s'est tenu aujourd'hui une séance de l'Assemblée nationale qui était parfaitement conforme au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et vous savez, notre règlement intérieur a force de loi, parce qu'avant d'entrer en vigueur, il avait été certifié conforme le 1er avril 2019 par la Cour constitutionnelle. Et au terme de l'article 25 du règlement intérieur, il est prévu exactement que les membres du bureau de l'Assemblée nationale peuvent être mis en cause à la suite d'une pétition. Dans deux cas bien précis, c'est lorsqu'il y a faute grave ou lorsqu'il y a incompétence. Et les pétitionnaires que vous avez évoqués tout à l'heure ont déposé des pétitions contre tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale, pas seulement pour faute lourde, mais aussi pour incompétence. C'est un bureau qui a commis des fautes lourdes et qui s'est avéré absolument incompétent pour diriger l'Assemblée nationale d'un si grand pays qu'on appelle la RDC. C'est ainsi que les plus de 250 députés ont déposé des pétitions. C'est conforme donc à l'article 25 de notre règlement intérieur, si vous le lisez en le joignant à l'article 30 également, et à l'article 31. Et parce que cette émission a un caractère pédagogique, il faut dire à notre peuple que dans ce cas d'espèce, lorsque tous les membres du bureau sont mis en cause par une pétition pour faute grave, et je souligne incompétence, eh bien, l'Assemblée, la séance est présidée par le doyen d'âge, assisté par les deux députés nationaux les plus jeunes. Mais effectivement, nos amis du FCC ont de la chance, parce que celui qui s'est trouvé, c'est eux. C'est parmi eux qu'on a trouvé le plus âgé, le doyen. C'est également parmi eux qu'on a trouvé les plus jeunes. Et vous voyez donc, on s'est comporté parfaitement sans faire... il n'y a aucune référence aux origines politiques. Donc, ce bureau a été mis sur pied et c'est conforme donc à l'article 31 du règlement intérieur. Il faut préciser une chose avant, je vois que vous êtes pressé de me poser l'autre question. Il faut préciser que quand tous les bureaux est mis en cause, le bureau, comme on l'enseigne dans les facultés de droit, c'est un principe élémentaire que même nos étudiants de première année connaissent, on ne peut pas être jugé parti. Lorsque tous les bureaux est mis en cause, il faut un nouveau bureau, il faut un doyen d'âge. Ce n'est pas le même bureau qui est mis en cause comme le bureau de l'honorable Mabunda, pour qui on a beaucoup de respect, parce qu'elle est honorable. Ce n'est pas le même bureau qui va recevoir les pétitions, organiser la séance, comme on l'a entendu de nos amis qui ont, il faut le connaître, beaucoup de problèmes avec les textes. Ils ont beaucoup de problèmes avec les textes. Honorable Zakari Barabas, vous avez été député la mandature passée ou la législature passée. Est-ce que vous vous souvenez avoir eu un différent ou des différents sur l'interprétation des textes du règlement intérieur? Bien sûr qu'on a eu, d'abord je salue tous ceux qui nous regardent, oui bien sûr on a eu beaucoup de fois, le bureau de l'époque a recouru d'ailleurs à la Cour constitutionnelle pour essayer d'avoir des explications par rapport à ce qui se passe. Moi je reviendrai plutôt par rapport, étant donné que le professeur de droit est à mes côtés et tous les brillants avocats qui sont ici, moi je voudrais peut-être essayer de faire comprendre que le Congo est à la croisée de chemin. Et sur le plan de l'histoire, nous assistons à un bouleversement dans les alliances, dans les intérêts et dans l'orientation même du pays. C'est un nouveau combat avec de nouvelles stratégies, avec de nouveaux moyens pour pouvoir avancer. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est que une sorte de chemin déjà balisé par le discours du président depuis le 23 octobre. Et on l'a senti que depuis le 6 octobre dernier, quand il nous a demandé, quand il a parlé à la nation pendant 6 minutes. J'ai encore le discours d'aujourd'hui. Non, il nous a parlé, c'était le 23 octobre pour nous recevoir, et puis il nous a reçus. Et le 6, il est venu devant la nation. Nous sommes donc à la croisée de chemin, donc il y a bouleversement dans tout ce qu'on peut imaginer. Et aujourd'hui, les Congolais sont résolument tous tournés vers le développement et le décollage de leur pays. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui, j'aimerais bien que notre peuple le comprenne, est tout à fait dans un jeu démocratique et réglementaire, que les députés entre eux qui se soient empoignés. Ça ne résout pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est que maintenant, aujourd'hui, nous avons un bureau d'âge qui a présidé la séance dans des conditions qu'on a vues. Ça s'est quand même bien passé, c'était bien terminé. Et nous pensons que demain, nous aurons... les Congolais, c'est ce qu'ils attendent. Les Congolais veulent que ça marche.
On entre au pouvoir pour résoudre les problèmes des gens, pour apporter des solutions aux problèmes des citoyens. On n'entre pas en politique pour autre chose. Donc voilà, aujourd'hui, je félicite les députés, je félicite tous nos élus pour cet acte de bravoure. En fait, parce que nous-mêmes qui sommes à l'extérieur, qui pouvons parler au nom de la population, on les regarde, on se dit, mais c'est quel genre de députés? C'est comment des gens peuvent être esclavagisés, excusez-moi le terme, à ce niveau? Mais c'était que des gens qui prenaient conscience petit à petit. On a senti le ras-le-bol, le degré de ras-le-bol qui a été exprimé notamment par les députés FCC, dont certains ont véritablement créé un revirement. Nous sommes à une époque de révolution, comme à la Révolution française, avec le peuple se prend en charge et le peuple congolais est en train de récupérer son pays. Voilà donc honorable Zachary Bahabassoui qui vient donc te dire que le peuple récupère son pays. Honorable Fabrice Mpouela, vous êtes vous-même pétitionnaire, vous avez en âme et conscience signé cette pétition. Ma question est celle de savoir, est-ce que vous pensez que dans la démarche que vous avez entreprise, la solution est au bout du tunnel? Merci beaucoup. Premièrement, avant même de signer la pétition, parce que c'était la conséquence d'une première démarche, c'est que, excusez-moi, avant même d'aller plus loin, je voudrais présenter des excuses aux téléspectateurs. Certainement, ils se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe avec l'œil de Maître Mpouela? Il faut dire qu'il n'a pas été tabassé. Il y avait une sorte de projectile. Nous avons essuyé l'œil, on pensait que c'était fini, mais après, il y a eu des larmes, en fait, des projectiles dans le cadre de notre combat à l'Assemblée nationale. Et en essuyant, il y a eu des larmes qui ne cessaient de couler. Lorsqu'on est allé à l'hôpital, on nous a dit qu'il y avait un traumatisme dans l'œil, c'est pourquoi on a mis ces bandages. Pour revenir à votre question, il faut dire que avant ce qui se passe, il y avait un prélude. Et ce prélude, c'était la saisine du Conseil d'État par un député national. En l'occurrence, vous-même. En l'occurrence, votre serviteur, Paul, qui vous parle. Lorsque le professeur dit qu'il y a eu une série de violations des textes, il y a eu une incompétence, le règlement intérieur, dans son article 139, alinéa 6, dit qu'à la fin d'un exercice budgétaire, le bureau de l'Assemblée nationale présente à l'Assemblée plénière les rapports de la gestion de l'Assemblée nationale dans son ensemble. Dans les 30 jours après le début de la session de mars, c'est-à-dire au plus tard le 30 avril. Ce bureau ne l'a pas fait. On était au four et au moulin, on devait renouveler l'état d'urgence, on devrait déchoir notre premier vice-président de l'époque, l'honorable Jean-Marc Abound, on devrait entériner le choix de Ronsard Malonde à la CENI. On faisait tout, sauf un devoir sacré, consacré dans notre règlement intérieur. C'est comme ça que nous avons écrit. Déjà au mois de juillet, nous avons réitéré, mais le bureau avait négligé. Et lorsque nous avons saisi le Conseil d'État, il y a eu une coïncidence heureuse avec le discours du chef d'État. Ils se sont réveillés et ce qui se passe aujourd'hui, vous dites, est-ce que ce sera la solution? Ce sera une grande solution parce que l'Assemblée nationale est au fait ce que sont les médiateurs dans un match de football ou les pivots dans un match de basket. Lorsque l'honorable Aubin Minakou parle toujours du temple de la démocratie, effectivement, c'est à l'Assemblée nationale. Lorsque vous voyez, par exemple, l'honorable Paul qui vous parle initie une question orale avec débat adressé au Premier ministre pour qu'à mi-parcours, il vienne nous faire les rapports de l'exécution du programme quinquennal pour lequel on a investi son gouvernement. Depuis le mois de septembre, le bureau s'assoit sur ça, jamais programmé, même pas un accusé de réception. Il y a des problèmes qui concernent la population. On adresse des questions d'actualité, jamais programmées. Alors, vous voyez, lorsque l'Assemblée nationale doit constituer un goulot d'étranglement pour l'évolution de la démocratie, pour l'évolution du souci du social du peuple, là il y a problème. Donc, ayant été au fait à la genèse de la déchéance ou de l'attaque ou de la poursuite de la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale, je ne pouvais pas ne pas signer, sinon je serais inconséquent. On ne comprenait pas, mais finalement, pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'est ainsi que nous avons été conséquents, nous avons signé et nous sommes fiers de ce qui est en train de se passer. Pas parce que forcément nous en voulons à un quelconque individu, non, ce sont nos collègues, nous avons beaucoup de respect pour eux, mais
L'institution Assemblée nationale n'appartient ni à un individu ni à un groupe d'individus, ça appartient à l'ensemble. Et il y a des règles qui régissent justement la gestion de cette chambre législative. Lorsque vous ne le faites pas dans les normes, en tout cas, on est en droit de vous déchoir. Et c'est ce qui est arrivé, c'est ce processus qu'on a commencé. Et ce processus, je suis convaincu, nous allons le poursuivre jusqu'au bout, jusqu'à changer justement le de notre Assemblée nationale. Nous allons y arriver. Honorable Moïse Nzangi, par les temps qui courent, disons dans un passé récent, vous êtes passé célèbre par votre intervention au moment où le ministre d'État, ministre de la décentralisation, avait été invité justement par l'Assemblée nationale sur la question de Minembwe. Vous êtes vous aussi pétitionnaire. Quelles sont les chances que vous vous donnez pour l'aboutissement de votre pétition? Je crois que nous avons toutes les chances avec nous. D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Et je voudrais profiter de ce moment ici avant de répondre à votre question. Essayer de donner à la population, de justifier tout ce qui s'est passé. Parce que vous savez que dans les réseaux sociaux, il y en a qui racontent les histoires, qui se disent mais pourquoi les députés se sont battus, se sont arrivés jusqu'à... il y a eu même des actes de vandalisme à l'intérieur de l'Assemblée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais que les gens comprennent, comme le professeur André Mbata l'a dit ici, il a parlé de la procédure, il a parlé de l'article 25 et l'article 31 du règlement intérieur. En principe, si tout devait se passer normalement, les pétitionnaires, après leur signature, devaient déposer à l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale allait se déporter et permettre l'installation des doyers d'âge qui allaient conduire l'examen des pétitions jusqu'au vote des pétitions. Ça, c'est la procédure normale telle que prévue par l'article 31 du règlement intérieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La présidente de l'Assemblée nationale avait eu vent et le député était en train de préparer une pétition contre le bureau. Ça fait 3 semaines que les services administratifs, qui n'ont rien à faire avec elle, mais qui sont chargés de recevoir les courriers à l'Assemblée nationale, sont fermés. Tout ça pour empêcher que la pétition ne soit déposée. Elle n'a pas le droit de le faire. Elle a tout fermé. Mais nous, lorsque nous avons eu nos 250 signatures, puisque nous voulions les avoir, nous avons annoncé que nous avions obtenu les signatures. Nous avons même fait communiquer pour dire que le samedi à 10h, nous allions venir déposer notre pétition au bureau de l'Assemblée nationale. Mais le samedi, Madame la Présidente, avec son bureau, ils ont mis tout le personnel administratif de l'Assemblée nationale à congé. Et donc, plus personne ne pouvait accéder au bureau de l'Assemblée nationale. Nous sommes arrivés, les portes étaient fermées. Nous sommes arrivés à 9h, 10h, 11h, 13h, jusqu'à 17h, il n'y avait personne. C'est ainsi que les pétitionnaires ont dit, alors, dans ce cas-là, on va signifier par voie d'huissier. L'huissier a réussi à réceptionner les pétitions et les a mis entre les mains du secrétaire général. Je voudrais déjà à ce stade-là corriger ceux qui ont dit que voilà, les pétitionnaires ont séquestré le secrétaire général. Non. Il a reçu et il a trouvé qu'il y avait de l'agitation au niveau du FCC et qu'il avait besoin de la sécurité. En tant que haut fonctionnaire de l'État, il a demandé aux services habilités et ils l'ont sécurisé. Mais le lundi, puisqu'il savait déjà que les pétitions étaient déjà là, Janine Baboun est passé sur les RFI pour dire que voilà, ils sont allés déposer le samedi, donc elle était au courant qu'il y avait des pétitions contre elle, mais elle a convoqué une plénière pour le lundi. Alors que le règlement à l'article 31 précise que c'est dans les 72 heures que ça doit être examiné, comme le professeur l'a dit ici, c'est pour éviter que pendant cette période-là, celui qui est accusé puisse organiser des choses pour se disculper lui-même. Et donc, on a donné 72 heures pour que ce soit examiné et qu'elle n'ait pas la possibilité de pouvoir influencer comment ça va se faire. Donc, elle a convoqué une plénière pour le lundi. Sachant que la convocation de cette plénière par elle était irrégulière. C'est ainsi que vous avez vu les autres députés dire vous n'avez plus le droit de convoquer la plénière, vous deviez attendre que la procédure normale soit respectée jusqu'au bout. C'est donc ça, la bagarre qui a eu les lundis, où les députés ont dit non,
vous devez donner priorité à la pétition. Exactement. Vous ne devez pas. Et elle avait le forcing avec le député du FCC déterminé à pouvoir faire la plénière, même sans consensus. Avec Mais quelques députés. oui, parce que vous parlez de députés FCC. L'opposition à l'Assemblée nationale fait à peine une centaine de députés. Vous êtes allé jusqu'à plus de 250, selon ce que vous dites. Et en même temps, vous parlez des députés FCC qui étaient... Alors je vais y arriver comme ça. Je vais vite pour ne pas monopoliser la parole. Donc c'est le lundi. Ce qu'il y a eu là, c'est des députés, l'aile dure du FCC, qui ont voulu à tout prix faire une plénière qui n'a pas d'ordre du jour. L'ordre du jour concernait une matière de la commission des relations extérieures qui n'avait même pas terminé son rapport. Le rapport qui n'était même pas terminé, qui n'était même pas adopté à sous-commission. En réalité, l'ordre du jour, ils ont mis divers. Ce qui ne se passe jamais dans une assemblée. L'ordre du jour divers. Les députés viennent pour parler des divers. En fait, ils sont venus pour que quelqu'un soulève une motion. C'est insolite. Et que dans cette motion, ils disent, les pétitions là, nous les jetons dans les comités des sages. Voilà. Puisque vous savez qu'elle avait déjà écrit que non, on va mettre les comités. Donc c'était une procédure où elle voulait elle-même le faire. Et nous l'avons déjà vécu. Puisque vous vous souvenez qu'en 2016, j'avais été initiateur avec l'honorable Badibanga, Sami, et l'honorable Moutombe. Nous avions initié une pétition contre le bureau de Minakou. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La nuit même, après que nous l'ayons signifié, Minakou a organisé une plénière dans laquelle lui-même a fait appel à un député, Toutouiala, qui est venu dire que voilà, on a imité ma signature. Le fait qu'il ait dit ça, on a dit voilà, la pétition est rejetée. Et c'était terminé. Donc les coups de force qui voulaient être faits. Mais donc, à fort de cette expérience, nous avons dit, on anticipe, en tout cas, nous sommes là jusqu'au soir, on ne va pas faire de plénière, on ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est encore plus grave. Parce que le matin à 5 heures, vous savez qu'hier, il y a eu un communiqué du bureau de la présidente de l'Assemblée nationale pour dire que le plénière était suspendu. Et tous les travaux en commission. Malheureusement, il n'avait pas encore pris connaissance du document du secrétaire général qui avait évité les députés à être à l'Assemblée nationale pour installer les bureaux d'âge. Quand ils ont pris connaissance de ça, ils ont fait un autre communiqué ce matin pour dire qu'il y avait plénière à 10 heures. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir des Pomba. Vous connaissez les Pomba? Bon, je les appelle pas que les Pomba, c'est des sportifs. C'est des sportifs du PPRD qui sont entrés bien avant dans la salle, avant notre arrivée. Nous, quand on est venu entrer dedans, moi je suis venu avec le président Kabound et on s'est retrouvé agressé directement dans les halls de l'Assemblée nationale par des gens qui ne sont ni députés, qui sont des Pomba du PPRD. Et moi je suis entré dans la salle de la cascade. Donc on était agressés, ils étaient armés, il y avait des machettes, il y avait des couteaux. Heureusement que la police est arrivée intervenir, mais c'était presque trop tard. Puisqu'ils voulaient nous empêcher de pouvoir participer à la plénière qui était convoquée par le secrétaire général. Heureusement pour nous, il y a eu un équilibre de forces internes, avec notamment la police et puis d'autres personnes. Avec les Pomba aussi de votre côté. À ce moment, le moment où je vous parle, il n'y avait pas de Pomba de notre côté, mais il y a eu un équilibre de force à l'intérieur. Les Pomba ont pris la poudre de scampette et ça a permis à l'Assemblée de tenir une plénière régulière. Je vous dis, la plénière a été régulière, celle qui a été faite, et le bureau provisoire a été installé avec les 3 membres, les doyens, les 2 jeunes, qui sont tous du FCC et pas seulement du FCC, même du PPRD. Ça va, nous allons y revenir. Honorable Francis Kalombo, vous êtes juriste, mais aussi politologue. Là, il se présente un chambardement politique étonnant et, on va dire, même historique en République démocratique du Congo. Ce n'est pas arrivé tout le temps. C'est quand même le FCC. Un désordre caractérisé parce qu'on retrouve dans les pétitionnaires plusieurs députés membres du Front commun pour le Congo. Vous analysez la politique, vous êtes vous-même dans la politique. Est-ce que vous pensez que c'est parti pour durer, ce revirement de l'environnement politique, parce que ce basculement va certainement créer un tsunami politique? Merci beaucoup. Vous savez que l'histoire politique de d'autres pays est marquée par beaucoup de faits, tantôt tragiques,
tantôt dramatiques, mais aussi intéressants par leur caractère bénéfique. Le grand problème, c'est que cela peut nous servir de base pour la construction de notre avenir si nous savons nous interroger sur chaque fait qui se produit en République démocratique du Congo. Et parmi ces faits, vous avez ce genre de faits. Et une chose est vraie, moi j'ai eu la chance de participer à beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres pour pacifier ce pays. Lorsque le Congo est en danger, les Congolais se mettent ensemble. Il n'y a plus de couleur politique. C'est le cas aujourd'hui. L'appel du chef de l'État a été entendu par tous les Congolais, même ceux du FCC, qui eux n'ont jamais accepté ces dictats-là. Et lorsque le pays est en dérive, les gens prennent conscience et du coup les gens se réveillent un beau matin, ils se disent non, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que beaucoup qui avaient peur et ils se sont vus lever cette peur avec le comportement d'abord du numéro 1 du pays, c'est-à-dire le président de la République dans son discours et lorsqu'il reçoit tout le monde. Et là où les gens ont encore réfléchi, c'est lorsqu'ils ont vu la personne dont ils ont toujours eu peur être lui aussi à son tour interdit de pouvoir bouger de Kinshasa. On lui dit, oh, donc il est aussi un être humain comme nous, donc on peut aussi lui faire ce que lui avait l'habitude de faire aux gens. Moïse Katumbi a souffert dans ces pays, il ne pouvait pas bouger, donc beaucoup de choses. Donc maintenant on sent que lui aussi peut. Donc c'est un être humain. Alors pourquoi on doit continuer à dire on dit face à un être humain qui lui aussi peut un jour souffrir lorsqu'il y a des problèmes comme ça. On a vu des gens pleurnicher à l'aéroport, on a vu son conseiller diplomatique regretter même des faits de ne pas... Il cherchait même à prendre un avion à l'irrégulier, mais non, on l'a empêché. Donc aujourd'hui c'est cette interpellation-là. Que faisons-nous de notre pays? Qu'est-ce que nous pensons pour le devenir du Congo? Et tout le monde est interpellé. Moi quand j'ai vu dans la salle au Kotolola Kombe, je me dis, ben voilà les vrais classiques du PPRD. J'en ai vu beaucoup qui sont venus, qui ont dit, niet, nous devons d'abord et avant tout penser Congo. Et c'est comme ça que on l'a vu à Lusaka, on l'a vu à Sun City, et chaque fois qu'il y a un problème, il y a ce qu'on a, le professeur Arthur Zaïd Ngoma a appelé à son temps le camp de la patrie, naissent, et les Congolais se lèvent et se mettent ensemble pour construire. Là, je suis sûr et certain que c'est parti pour durer, et nous en appelons aux uns et aux autres. Prenons conscience, il s'agit quand même de notre pays. Ce n'est pas 3, 4 gaillards ou 5 qui doivent se mettre debout et nous dicter ce que nous devons faire, et lorsqu'ils tous nous prions. Non, pas du tout. Regardez simplement comment Kingakati est construit avec l'argent du pays. Il y a des routes là-bas, alors qu'ici à Kinshasa, Makala, Bungu, il n'y a pas de routes. Vous avez... On pleure ici, il n'y a pas d'électricité. Au moment où nous parlons, il y a beaucoup de maisons qui n'ont pas d'électricité. Mais à Kingakati, barrage spécialement pour quelqu'un et ils ne donnent même pas aux voisins à côté. Et vous, avec tout ça, vous voulez qu'on continue et les gens souffrent. On pille les richesses du pays et on est en train de tout faire comme certains ont dit. Bon, certains ont planté des maïs et ont récolté des universités. Donc il y a tout et nous devons continuer à regarder. Le pays est en train de mourir. Nous étions avec eux au FCC. On peut perdre et nous avons dit non, on ne peut pas continuer à gérer comme ça, faisons des choses autrement, parce qu'il y a cette possibilité. Le Congo est riche et nous avons la possibilité, et si le président de la République maintient ce qu'il a promis au peuple congolais, et il en appelle à tout le monde, pour qu'ensemble, il n'a exclu personne, même ceux qui sont au PPRD, j'ai dit bravo à ceux qui ont compris au PPRD, en dehors des caciques qui pensent que le Congo ne doit pas être géré et ça doit continuer. Non, on peut développer ce pays dans très peu de temps et les fruits viendront. Voilà pourquoi on en appelle aux bonnes volontés, aux uns et aux autres. Bientôt, le président de la République doit un informateur. Il y aura une nouvelle majorité qui sera sûrement, avec ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, sûrement qu'il y aura, il obtiendra une majorité qui va soutenir l'action du futur gouvernement. Pour une fois que nous puissions réfléchir et penser d'abord Congo. Et on en appelle aux uns aux autres, aux hommes politiques. Serions-nous capables, bientôt c'est Noël, la naissance du Christ, serons-nous capables de nous suicider en tant que juifs et ressusciter avec Jésus le jour de Noël pour penser avant tout Congo et développer notre pays? Sinon, le Congo va mourir, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Donc ça doit nous interpeller, nous autres qui sommes de la classe politique, qui pensons, mettons-nous d'abord ensemble, pensons d'abord Congo, et nous avons une chance qu'aujourd'hui le président en appelle à tout le monde. Il n'exclut personne, il faut que toutes les compétences que nous avons en République du Congo, Dieu merci, on en a.